propose qu'on commence cet atelier sur le sujet Sucy, Bonneuil-Créteil, une dynamique et des projets. Alors, vous le verrez avec nos interlocuteurs. À l'Est, il y a du nouveau en termes d'implantation, mais aussi en termes de projets. Pour vous en convaincre, 3 villes, 3 territoires, 3 spots avec des vocations différentes. Sucy-en-Brie, Bonneuil et enfin Créteil. Pour en parler, Paris-Val-de-Marne a réuni autour de ce plateau 4 des grands protagonistes de ce territoire. Jean-Daniel Amsler, vous êtes ici avec votre triple casquette, conseiller général, vice-président de la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne et maire adjoint de Sucy-en-Brie. Vous nous parlerez des dernières implantations des grandes entreprises, mais aussi des disponibilités foncières et immobilières du territoire. Jean-Marc Coste, à ma droite, vous êtes directeur général de Sophibus, société qui a à son actif l'aménagement et le développement du parc d'activités des Petits Carreaux, qui est connu et reconnu à Sucy-en-Brie, mais aussi à Bonneuil. Paul Gamero, à ma gauche, vous êtes le directeur foncier immobilier depuis 2013 au sein des ports de Paris. Vous avez en charge le rayonnement du port de Bonneuil. Et enfin, Johan Zermati, tout là-bas, vous êtes directeur du développement économique et de l'aménagement au sein de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne. Et nous vous écouterons sur le développement tertiaire de cette plaine centrale, incarnée par notamment les communes de Créteil et d'Alfortville. Alors, Jean-Daniel Amsler, 2013 ne restera comme une année très difficile sur le plan économique, et on ne va pas se mentir. Quelles sont les raisons qui poussent une collectivité comme la vôtre à vous lancer dans le développement économique plutôt que de rester cantonné au seul logement? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de vous parler un peu de notre territoire. Effectivement, qu'est-ce qui peut nous pousser à nous lancer dans cette action de développement? Eh bien, c'est d'abord une vision politique du territoire, une vision de développement qui touche déjà à la nature de notre territoire, qui réunit 106 000 habitants sur 46 km², avec des densités extrêmement contrastées entre des zones à forte densité de population sur des grands ensembles et des zones à territoire très diffus, pavillonnaires, et avec une densité moyenne qui est très sensiblement inférieure à la densité moyenne du Val-de-Marne. Toutefois, nous avons également un autre problème qui était l'insuffisance de moyens de transport en commun il y a une vingtaine d'années, à tel point que les collectivités avaient été en charge de prendre elles-mêmes en main leur transport. C'est comme ça que moi-même, au sein de la communauté d'agglo, j'étais en charge du CITUS, du réseau de transport de bus, et que je continue aujourd'hui à m'en occuper, et qui offre des moyens de transport de rabattement vers les moyens de transport lourds que sont les RER. Et c'est un peu la malédiction d'origine du territoire, c'est-à-dire que les emplois, ils étaient à l'ouest de la région parisienne et les salariés, ils étaient à l'est dans des territoires qui, même à une époque, étaient considérés comme des dortoirs, voire des réserves d'Indiens dans certains cas, compte tenu de l'environnement de ce territoire. Donc il fallait mettre fin à ces migrations quotidiennes, ou en tout cas offrir la possibilité à nos habitants de trouver des emplois à proximité, pour leur offrir à la fois un cadre de vie, mais aussi un cadre d'emploi qui soit adapté. Et dès les années 90, avec Jean-Marie Poirier, qui était à l'époque le maire de Sucy, sénateur, nous avions commencé à créer une société économique mixte au niveau de la ville de Sucy, qui a lancé déjà 4 ZAC afin d'aménager les terrains en bas de Sucy. 3 de ces ZAC ont été achevés avant la création de la communauté d'agglomération. Et puis en 2001, la communauté d'agglomération a été créée avec 7 communes: Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Noiseau, Ormesson, Le Plessis-Trévise et la Queue-en-Brie, et bien sûr Sucy. Et ces 7 communes ont mis un certain temps également à considérer que l'action économique relevait de leurs compétences et de leurs responsabilités. Il a fallu déjà arriver à convaincre ces communes, et ça a pris presque 3-4 ans. Et c'est seulement en 2004-2005 que la communauté d'agglo a déclaré d'intérêt communautaire un certain nombre d'opérations, dont les opérations qui étaient en bas de Sucy, mais pas uniquement, puisque à l'époque, nous avons également déclaré d'intérêt communautaire à la Queue-en-Brie la ZAC Notre-Dame. On avait créé également un hôtel d'entreprise. Donc ça, c'est le passé. À partir de 2005, on est reparti à fond dans les opérations d'aménagement, et ça a permis d'attirer plus de 1000 emplois déjà sur ces territoires. Et en ce qui concerne Sucy, un projet très important de développement qui était Sucy Ouest et qui prenait le relais des portes de Sucy, qui étaient en cours de finition. Ce n'est pas complètement terminé. Il y a encore des opportunités sur Sucy Ouest, mais l'avenir pour Sucy
c'est clairement l'aménagement de Sucy-Ouest. Et puis ça a été cette année l'arrivée de Quartier Lunettes. On en parlera tout à l'heure. Alors justement, 2013 reste marqué par la décision d'implantation de la manufacture de lunettes Cartier, qui peut être considérée, vous nous le direz, comme la première étape du développement de Sucy-Ouest. Quels sont les contours de cette implantation qui se révèlent majeurs pour le territoire? Alors, en ce qui concerne Sucy-Ouest, effectivement, il y a eu deux opérations. Il y a eu une première opération qui a été traitée directement en gré à gré entre l'agglomération et les partenaires, qui étaient notamment IDEC et la manufacture de Quartier Lunettes. Donc, ça a été une opération qui a été une course contre la montre et un long parcours d'obstacles, parce que les obstacles ont été innombrables sur ce chemin pour nous permettre d'arriver en l'espace d'1 an et demi à ce que l'entreprise ouvre ses portes, puisque le 1er septembre 2013, l'implantation a été effective et 250 personnes sont arrivées sur le site de Quartier Lunettes dans Sucy-Ouest, sur une surface d'environ 1,8 hectare, avec 9000 m² de locaux construits, dont 3000 m² d'ateliers, qui est tout à fait remarquable, avec des salariés qui occupent qui représentent une vingtaine de métiers spécialisés, de haute technologie, de métiers de précision qui s'apparentent un peu à l'industrie de l'horlogerie. Et donc, ça a été un des choix, un des critères de choix pour Cartier, d'avoir, puisqu'ils étaient trop à l'étroit à Joinville, et c'est la raison de leur mutation, c'était la possibilité d'offrir à leurs salariés qui habitaient majoritairement dans la zone autour de Joinville, entre Joinville et Sucy, un moyen de transport rapide et facile, qui ne les oblige pas à des migrations quotidiennes dont je parlais tout à l'heure, et qui leur offre également la possibilité de conserver leur logement, et même d'offrir de nouvelles capacités de logement sur la ville, puisqu'il y a aussi un habitat assez sympathique dans nos territoires. Donc ça a été la première opération qui a été menée avec IDEC et la manufacture Quartier Lunettes. Et dans le même temps, nous avions démarré également l'autre opération avec Sirius, qui avait été sélectionné après une mise en concurrence sur une opération menée en concession d'aménagement, là ce coup-ci, sur une parcelle d'environ 10 hectares de terrain, et sur lesquels nous avançons très rapidement, puisque dès aujourd'hui, les terrains sont au niveau des VRD en cours d'achèvement. Et là, on a en potentiel 50 000 m² de bureaux ou de locaux d'activité qui sont possibles. Donc, là aussi, le parcours d'obstacles a joué, puisque il a fallu même modifier en janvier 2013 le plan masse du secteur, puisqu'il a fallu créer une mare pour protéger les grenouilles et les lézards sur une zone qui était précédemment quand même, c'est là où on peut discuter, une décharge publique et des terrains pollués. Donc, en ce qui concernait la flore qui vivait sur ce secteur, on se demande dans quelle mesure c'était vraiment justifié de nous rajouter des difficultés. Mais je dois dire que là, je rends grâce à Christian Roch, secrétaire général de la préfecture, qui a su coordonner mieux les services de l'État et nous permettre de passer ces obstacles qui s'accumulaient le long de la route. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Alors, restons à Sucy avec un zoom sur une opération connue et reconnue qui est, je le disais tout à l'heure, le parc des Petits Carreaux. Un parc qui est situé à la fois sur les communes de Sucy et de Bonneuil, je crois, et le seul en Ile-de-France à être certifié ISO 14001 et enregistré EMAS. Vous nous direz ce que ça signifie. 180 entreprises, 70 hectares, 150 000 m² de surface développée, et depuis peu un site desservi par une ligne de bus en site propre. Parlez-nous un petit peu du bilan que vous pouvez tirer de l'année 2013 sur le parc des Petits Carreaux dans un contexte de marché plutôt difficile. Merci. Donc oui, effectivement, le parc d'activité des Petits Carreaux, parc d'activité d'initiative privée, c'est important de le dire, hein, parce qu'aujourd'hui c'est assez rare. 40 ans d'existence et une année 2013 un peu particulière, dans un contexte macroéconomique particulièrement mauvais, avec un déficit d'investissement marqué, des ISM qui restent particulièrement bas et un besoin immobilier particulièrement faible. Donc, je vais vous citer 2 ou 3 chiffres qui n'émanent pas de Sophibus, mais d'un broker notoirement connu qui intervient sur le Val-de-Marne. Elles sont des chiffres au 31 août de cette année qui portent sur la demande placée. Donc, sur le secteur Ivry-Vitry, on a constaté au 31 août de cette année
une demande placée en baisse de 63%. Choisy-Villeneuve, 16% de baisse, hein, toujours. Créteil, moins 71%. Et Champigny-Boissy, donc notre secteur, moins 54%. Donc 21 transactions recensées en 2013, totalisant à peine plus de 16 000 m² en volume et donc 45% de baisse par rapport à 2012. Je ne suis pas certain que le marché soit amélioré depuis le mois d'août. En tout cas, on ne le constate pas sur le parc. Néanmoins, quand on se contemple, on se désole, et quand on se compare, on se console. Sur le parc d'activité des petits carreaux, nous avons commencé l'année avec un taux d'occupation de 86,3% et on est à ce jour à 85%. Donc globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Pas si mal. C'est plutôt pas mal. Et en fait, les mêmes causes ayant les mêmes effets, on s'aperçoit que la nouvelle clientèle est très rare, mais également aussi les volontés de déménagement le sont également. Par ailleurs, on a fait pour la première fois depuis l'existence de Sophibus une enquête de satisfaction auprès de nos occupants et locataires, et on s'est aperçu que 95,6% de l'ensemble des occupants étaient satisfaits de leur implantation sur le parc. Bon, néanmoins, et pour faire face à cette conjoncture un petit peu particulière qu'on espère meilleure pour 2014, Sophibus a deux axes de développement. Le premier sont des rénovations de bâtiments que l'on lance, puisque je vous le disais, le parc existe depuis 40 ans. Donc quelques bâtiments ont 40 ans, mais tous ces bâtiments ont été rénovés. Et en partant du principe que la qualité des bâtiments doit consister à répondre au mieux aux attentes et aux besoins des occupants. Donc on joue sur deux points, la qualité intrinsèque immobilière, hein, clairement, sur les rénovations de façade, les rénovations, le renforcement de l'isolation, le renforcement des prestations immobilières, rénovation des espaces verts, rénovation des VRD, et puis sur un deuxième point, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le seul élément immobilier ne suffit pas, il faut aussi ajouter des services. Donc on met également en place ou on développe les services existants auprès des locataires. Donc ça, c'est une vraie démarche entamée en 2013 qui va se poursuivre en 2014. Et puis, à côté de cette politique entre guillemets classique, eh ben, nous étudions et nous réussissons quelques dossiers quand même de construction, puisque nous devrions construire en 2014 le siège social d'une entreprise basée dans le 94 depuis assez longtemps, maintenant, je crois une dizaine d'années. ABC Distribution, c'est ABC ça ? Distribution, qui est le leader en France des gammes d'accessoires de coiffure, de manucure et trousses de toilette pour la grande distribution. On va tout savoir. Voilà. Non, mais je crois qu'elle a été classée cette année dans les 50 entreprises françaises les plus dynamiques. Elle arrive 10e, c'est important de le noter, c'est assez rare en ce moment. Donc, un siège social pour l'entreprise, à peu près 6000 m² de bâtiments, dont 4500 d'entrepôts activités, 1500 de bureaux. Voilà, donc comme quoi les affaires se font malgré tout. Est-ce que sur le site, vous l'avez un petit peu évoqué, est-ce que sur votre site, vous avez des projets, est-ce que vous avez des réserves foncières qui vous permettent de développer de nouveaux bâtiments ? Alors, en effet, des réserves foncières assez importantes, tant à Sucy qu'à Bonneuil. Alors, ce que nous appelons Sucy-Est étant Sucy-Ouest pour Sucy. Donc là, sur Sucy, nous avons encore 7 hectares de terrain aménagé et sur lequel nous avons un projet qui pourrait sortir en 2015 en bâtiment locatif clé en main. Et puis sur Bonneuil, environ une dizaine d'hectares encore aménagés. Étant entendu que le parc des petits carreaux actuels fait 70 hectares, hein, vous l'avez dit au début, mais enfin je le rappelle. Bien et sûr. au milieu de ces 70 hectares, il reste quelques surfaces à aménager, dont l'une qui fera l'objet de la construction du bâtiment ABC. D'accord. Voilà. Ces projets, ces réserves foncières, ça porterait la capacité immobilière du parc à quelle hauteur Bah, à écoutez, terme ? il nous reste, je dirais, 25 000 m² de plus sur le parc. Et sur la zone Bonneuil Sud, ce qu'on appelle Bonneuil Sud, qui est une zone à prépondérance, je dirais, commerciale, entre guillemets, puisqu'on a déjà installé quelques enseignes. Nous avons 9 hectares, donc on pourrait dire 45 000 sur Bonneuil Sud. Voilà.
Très bien. Vous pouvez nous dire un mot sur la certification ISO 14001 Oui. et EMAS, que je ne connais pas très bien. Donc, Eh bien, écoutez, ISO 14001, c'est la norme française environnementale. Tout le monde à peu près la connaît. celle-là, oui, c'est Bon, l'autre. voilà. Et la norme, le règlement EMAS, c'est la norme européenne. Sachez qu'en Allemagne, nous avons à peu près 7000 entreprises enregistrées EMAS et qu'en France, on doit être à moins de 100. C'est pour ça que je ne la connais pas. Voilà. Néanmoins, donc, nous nous glorifions de notre certification, de notre double certification sur le parc depuis plus de 6 ans. Est-ce que c'est un argument aux yeux des éventuels utilisateurs et des entreprises qui Ça pourraient... ne nuit pas. Donc, c'est bien. Ça ne nuit pas, mais en période de crise, c'est pas suffisant. Alors, on remercie beaucoup pour votre intervention. On va rester à Bonneuil. Donc, on connaît assez bien le dynamisme portuaire. Alors, rappelez-nous un petit peu, Paul Gamero, vous qui êtes aux manettes de la direction immobilière et foncière d'Aropa, quelle est la vocation du port de Bonneuil et comment se positionne-t-il par rapport à d'autres places portuaires? Alors bonjour, effectivement, un petit mot avant sur Aropa, puisque c'est un acronyme qui n'est peut-être pas encore suffisamment connu. Donc c'est le regroupement sous forme d'un GIE des forces commerciales et de promotion des 3 ports, à la fois donc de Port de Paris, donc un port fluvial, du port de Rouen et du port du Havre. Donc aujourd'hui, on a effectivement un focus beaucoup plus large où on raisonne sur un ensemble logistique et portuaire majeur en Europe. Et on s'appuie sur chacun des ports et des opportunités que représente chaque port pour présenter une offre globale à l'ensemble des clients de la logistique et de la distribution. Alors le port de Bonneuil, sur cet aspect-là, logistique et distribution, il a toujours connu une place. Elle est de plus en plus croissante. Elle grignote des parts de marché par rapport au secteur traditionnel du BTP et des matériaux de construction, qui représente encore 40% des activités sur le port. La logistique et la distribution, là, elle commence à représenter bien plus de 25%. Sur un espace, donc, le port aujourd'hui représente 186 hectares, hein, précisément. Donc Bonneuil là-dessus s'imprègne de la grande logistique parce qu'elle a aujourd'hui des clients qui font venir des conteneurs directement du Havre par la voie fluviale. Parce qu'elle sait attirer aussi des investisseurs privés pour développer des bâtiments chez nous. Il faut savoir donc qu'on est sous un régime d'amodiation, mais ça ne les empêche pas de venir et de développer des bâtiments. À cet égard, l'année 2013 est une bonne année puisqu'on va réussir à sortir sur une grande emprise foncière donc un deuxième bâtiment de messagerie ferrée sur plus de 21 000 m². Enfin, il y aura 21 000 m² construits. Cela va faire donc c'est un programme qui va être lancé par Veilog. Ce même Veilog avait réalisé il y a 3 ans le bâtiment qui est occupé aujourd'hui par Geodis, qui a été revendu entre-temps à Argan. Donc il y a une certaine liquidité sur le port qui est reconnue. Donc cette nouvelle plateforme, donc vous le verrez très prochainement, permettra effectivement de renforcer le caractère multimodal du site, s'appuyer vraiment sur un réseau ferré qui est très bon, il ne faut pas l'oublier. Moi, à l'échelle de Port de Paris, je constate que là où ça fonctionne le mieux, c'est à Bonneuil, beaucoup mieux qu'à Gennevilliers et beaucoup mieux qu'à Limay-Porcheville. Donc on a des liaisons directes vers le sud de la France qui sont très faciles, vers l'est, vers l'Italie historiquement. Une bonne connexion à Dunkerque également via Dourges maintenant. Et des lignes spot avec le Havre qui sont aujourd'hui facilement connectables. Donc là-dessus, il faut vraiment ne pas oublier cet aspect-là et renforcer cette qualité du territoire, puisqu'on est vraiment raccordé directement sur la grande ceinture fret. Et on a une qualité de sillon qui est remarquable. Il ne faut surtout pas l'oublier. L'autre aspect, bien entendu, c'est le fluvial. Ça, c'est notre métier de base sur les ports. C'est l'autre volet de Port de Paris et d'Aropa, qui est celui de la distribution. Donc on a un positionnement proche à 86, qui va le devenir encore plus proche à 86 prochainement.
qui nous permet effectivement d'accueillir des sociétés de distribution, de messagers, qui souhaitent effectivement rentrer dans l'agglomération parisienne et plus spécifiquement dans Paris intramuros le plus rapidement possible en s'extrayant des contraintes de circulation urbaine. On a, comme vous le savez, un premier succès de distribution urbaine qui est donc l'exemple de Franprix. Alors, quel est le retour d'expérience justement de cet exemple qui a fait beaucoup couler d'encre? Alors, cet exemple, c'est une opération en cours qui se présente très bien. Donc, en septembre 2013, on est sur la première année d'exploitation de Franprix. Donc, pour rappel, Franprix, ce qu'il fait, c'est qu'il prépare des caisses mobiles qui ont été effectivement mises en place avec le prestataire Norbert d'Entresangles dans son entrepôt de Chenevière. Il fait les quelques kilomètres pour les amener en fin d'après-midi au port de Bonneuil. Dans cette fin d'après-midi, début de soirée, donc, il y a un chargement sur une barge au terminal à conteneurs du port de Bonneuil. Actuellement, on est sur un rythme de croisière à 26-28 boîtes par jour. Qui peut monter jusqu'à combien? La barge pourrait quasiment doubler. Il y a une capacité d'accueil encore, il y a une cale qui est aujourd'hui encore assez importante. Et donc ces caisses mobiles embarquées dans cette barge vont partir en tout début de matinée pour arriver vers 10 h au quai de la Bourdonnais, qui est en face de la Tour Eiffel. Sur un terre-plein sur lequel le port de Paris a aménagé toute une infrastructure. Et vous avez un opérateur donc, de terminal à conteneurs qui est le même que celui qui est à Bonneuil, donc qui réalise la reprise de ces caisses mobiles pour les charger sur des camions propres dernière génération. Il y a plus de 100 magasins Franprix qui sont livrés comme ça tous les jours. Sachant que vous avez aussi, du coup, un peu de reverse logistique, puisque les boîtes ne repartent jamais vides. Donc ça, c'est notre premier exemple, effectivement, de logistique urbaine, et c'est notre point fort. Bonneuil étant effectivement un des sites avec Gennevilliers sur lequel on a la même typologie de quais sur lequel on pourrait embarquer. Mais ça fait aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a une recherche particulièrement dans le sud-est de l'Île-de-France, de la part des groupes de grande distribution ou de distribution spécialisée, pour faire rentrer leurs marchandises le plus vite possible dans Paris. Cette opération, c'est quelque chose aujourd'hui pour Franprix qui est très bonne. Ils n'ont absolument pas l'intention de l'arrêter, loin de là. Les économies en termes de kilomètres, de nombre de camions, d'accidents routiers, etc., sont très importants. On a effectivement l'équivalent de 13 000 fois le périphérique parisien qui est évité en camion par an. Juste pour vous donner une idée, donc sur la première année, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes pour eux et qui ont un impact très bénéfique d'un point de vue environnemental, mais aussi sur le coût de la logistique en elle-même. Juste pour finir sur le port de Bonneuil, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les 10 hectares de terrain que vous avez achetés et qui pourraient autoriser de nouveaux développements? Alors tout à fait, c'est vrai qu'à l'échelle de la région parisienne, les hectares de terrain sont une denrée très très, très rare. Nous arrivons à en acquérir historiquement 5 à 10 hectares tous les 10 ans. Et 2013, on a fait ça en quasiment une seule année. On a saisi effectivement des opérations qui sont travaillées comme depuis plusieurs années, notamment donc, au sud du port de Bonneuil, sur des terrains de l'aviation civile. Nous avons acquis 6 hectares donc, en 2 tranches. Donc on est propriétaire des 6 hectares et on va effectivement aménager sur 2014 une première tranche de 3 hectares et sur fin 2015 la deuxième tranche. Ce sont des terrains qui, compte tenu de leur localisation, qui sont complètement adossés à une darse. Donc une darse, c'est de l'eau, c'est un plan d'eau qui a été creusé dans le port. On a une situation exceptionnelle avec un linéaire de quai qui peut être de près de 450 mètres. Donc ce sont des terrains qu'on va très clairement flécher pour du transport fluvial intensif.
Il n'est pas exclu qu'on puisse trouver des opérations avec un chargeur qui établisse un bâtiment et qui mette après, avec un terre-plein de stockage de conteneurs et un petit engin de manutention, il pourra réaliser des opérations directement à partir de cette base-là. Ce n'est pas exclu. Par contre, on sait que là, on est plutôt sur un terrain qui sera à destination d'industriels ou de chargeurs plus traditionnels vrac, que ce soit ça peut être dans le recyclage, dans le BTP, dans la métallurgie ou dans d'autres filières innovantes qui vont être utilisateurs de ces fonciers. Il nous reste un autre terrain que l'on vient d'acheter également au sud du port de Paris, qui ne nous appartenait pas, sur lequel il y avait un entrepôt qui était en vente. Donc ça représentera 3 hectares et demi. On a signé l'acte authentique et là on est dans le dossier de dépollution du site. On aura effectivement une disponibilité effective milieu d'année prochaine. Là en l'occurrence, sur ces 3 hectares et demi, on pourra développer un bâtiment logistique. Très bien, merci beaucoup de cette intervention. Avant de passer la parole à Johan Zermatt, on va rester encore un petit peu sur le territoire Sucy Bonneuil. Jean-Daniel Amsler, vous intervenez sur plusieurs sujets qu'on peut dire complémentaires. Donc on a parlé de Sucy Ouest, on a parlé des ports de Sucy. Il y a également la ZAC Notre-Dame et la Queue en Brie, et puis Noiseau avec un site France Télécom qui pourrait retrouver une nouvelle vie. Quelles sont les grandes lignes rapidement de ces projets structurants pour le territoire ? Alors effectivement, au-delà de l'écoparc que nous développons à Sucy-Ouest avec Sirius, nous avons également entrepris, alors un mot, Sirius c'est un des seuls produits qui est immédiatement disponible dans le marché aujourd'hui quand on veut s'implanter sur nos territoires, et notamment en pleine propriété, ce qui n'est pas forcément le cas des territoires voisins. Donc ça c'est un des atouts. Mais avec un horizon un peu plus lointain, c'est plutôt du fin 2014-2015, nous avons, avec notamment la SADEV, entrepris le développement de la ZAC Notre-Dame sur la Queue en Brie, le long de la Nationale 4, l'ancienne Nationale 4, devenue la RD 4. Et là, c'est un territoire qui présente effectivement de fortes potentialités de développement, avec l'attractivité que va représenter le Grand Paris, avec la gare des 4 communes qui va être implantée sur Champigny, Brie, Villiers, Plessis, et donc tout le réseau de bus qui va être progressivement renforcé et modifié pour accompagner le développement de ces territoires et le rabattement des populations vers les gares du Grand Paris. Donc en ce qui concerne la ZAC Notre-Dame, c'est une opération que SADEV est en train de mener. On en est aux opérations de maîtrise foncière et d'acquisition, enfin des VRD. C'est une opération qui pourrait commencer en termes de commercialisation à partir de 2014-2015. Et puis, il y a un deuxième secteur. Alors là, en ce qui concerne les cibles, c'est plutôt des PME, PMI, c'est de l'activité, c'est également des locaux commerciaux, avec une proportion 50-50 à peu près entre les deux. Et nous avons une autre opération qui est à l'étude, alors au niveau de l'agglo, c'est le secteur de France Télécom à Noiseau. Et là, nous avons également une forte potentialité, puisque le site comporte actuellement 12 hectares bâtis et un global de plus de 20 hectares sur lesquels la communauté d'agglomération envisage de prendre la main et de choisir un aménageur, probablement dans le courant de l'exercice 2014. Et comme vraisemblablement le prix du foncier sera plus bas dans cette affaire, puisqu'on est déjà sur du bâti, le résultat, c'est qu'on pourrait offrir un produit destiné à une clientèle qui est très demanderesse et qui ne trouve pas de produits sur le marché. C'est la clientèle des artisans et des toutes petites entreprises, TPE, TPI, avec des lots qui peuvent être des lots de parfois 100 mètres carrés. Et donc, des opérations de 100 à 500 mètres carrés sont possibles sur un terrain comme sur une zone comme celle de France Télécom, alors qu'économiquement, elles sont très difficiles à réaliser sur les autres terrains sur lesquels il faut faire la totalité des VRD et des dépenses d'équipement considérables. Alors, sur ces opérations, nous sommes accompagnés également par le département du Val-de-Marne, puisque là aussi, il y a la question des voiries, des accessibilités, et je soutiens également vis-à-vis du port de Bonneuil un autre point qui est très important, puisque
on oublie que, certes, on développe le fluvial, ce qui est une excellente chose, mais au terme du fluvial, il y a le dernier kilomètre, et là, on retrouve des camions. Et les camions, on les retrouve sur nos départementales. Donc, c'est un vrai sujet, et c'est la raison pour laquelle on se bat depuis des années avec le département pour que le port de Bonneuil puisse bénéficier d'un accès direct sur la prolongation de la route nationale 406 qui traverse aujourd'hui le Val-de-Marne et qui rejoint la 86. Et donc, c'est un élément tout à fait fondamental de développement pour nous, et qui permettrait d'absorber ce trafic de poids lourds qui est considérable. Mais ça, c'est le projet qui vient d'être arrêté avec l'enquête publique qui vient d'être acceptée, et le contrat de plan État-région, puisque cette opération a été signée entre la région et l'État. Donc c'est une opération tout à fait fondamentale pour nous, mais au-delà de cela, restent également les aménagements de la VDO, et tout le secteur de la VDO, dans la perspective du Grand Paris, libère des surfaces considérables, puisque sur Chenevière, il y a près de 40 hectares qui sont disponibles. Et là, le combat des élus que nous sommes, c'est aussi d'attirer l'emploi, pas de faire uniquement du logement, parce que l'État, effectivement, on le comprend, veut développer les logements, mais nous voulons un développement harmonieux, logement et activité, et également transport, avec des voiries qui accompagneraient un projet qui s'appelle Altival, et qui serait un projet de transport en commun en site propre, partant de Sucy et rejoignant Noisy-le-Grand. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, en 2013, on a vu se concrétiser un développement important, c'est celui des Silors, qui était déjà présent sur le territoire de Créteil et qui conforte cette implantation avec de nouvelles, un centre innovation et technologie, je crois, Johan Zermati. Comment s'organisent un petit peu les projets structurants de la plaine centrale? Quels sont ces grands projets et quelles sont leurs implications outre Isilor? Donc, tout d'abord, et également sur Créteil, j'adhère aux propos de M. Coste. En 2013, on a eu peu de grosses transactions, d'où l'importance du travail collaboratif, d'où l'importance, comme le disait M. Hamsler, des politiques volontaristes des collectivités, et d'où l'importance du travail sur le tissu existant. Et c'est ce qui a été fait avec l'entreprise Essilor, qui est implantée depuis 1973 sur Créteil, donc une entreprise historique, et avec laquelle nous avons travaillé avec la ville, la communauté d'agglomération, pour qu'Essilor conforte son implantation et implante son centre d'innovation et technologie, ce qui représente un apport de 300 salariés sur Créteil, et qui est finalement la grosse transaction du territoire en 2013. Ce sujet avait déjà été évoqué sur le CIMI, puisque la maquette était présente, il me semble, sur ce stand l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc là, 2013 est la concrétisation de cette implantation. Alors, outre Essilor, quels sont les projets de développement sur un territoire qui se distingue par sa très bonne accessibilité? Vous pouvez nous parler de la pépinière bio aidée, qui se situe à Créteil-les-Chats, je crois, et qui se spécialise sur la filière santé. Tout à fait. Donc le travail de nous autres collectivités est de s'appuyer, on n'invente rien, on s'appuie vraiment sur les éléments structurants du territoire. Comme ça a été déjà présenté plusieurs fois sur ce stand, le Val-de-Marne se distingue par une filière santé conséquente qui continue à se développer. Pour se recentrer sur Créteil, nous avons à nos côtés l'hôpital Henri Mondor, qui est le 2e hôpital d'Île-de-France, l'établissement français du sang, des implantations d'entreprises comme Sanofi. Et fort de ce diagnostic et de ces éléments structurants de filière, nous avons développé une pépinière hôtel d'entreprise qui s'appelle Bioaidé, qui a été inaugurée il y a quelques jours, qui accueille déjà 2 entreprises. Et l'idée, c'est qu'avec une petite structure, on apporte une structure dédiée aux jeunes entreprises. C'est aussi le rôle des collectivités de travailler sur la diversité du tissu, travailler à la fois sur les grands groupes et sur les petites structures. Alors une filière santé, mais aussi une filière logistique, avec notamment le site Sogaris, les Grands Marais, c'est ça? Oui. Quelques mots sur cette implantation. Qu'est-ce que ça représente? La logistique est importante pour le Val-de-Marne et pour notre territoire.
L'importance aussi, on parle beaucoup des réseaux de transport en commun, et moi le premier, mais l'importance aussi des infrastructures routières, puisque à proximité de l'A86 et de l'A4, l'investisseur Sogaris travaille sur la zone qu'on appelle la zone des Grands Marais, à la restructuration d'entrepôts, de logistique, avec une vraie recherche architecturale. Et donc un entrepôt qui a été réhabilité en 2011 et qui accueille l'entreprise TNT d'une centaine de salariés. Et un projet conséquent qui devrait voir le jour en 2015. Projet de parc d'activité PME-PMI également à Alfortville. Quelques mots sur ce nouvel équipement? Oui, donc je suis ici au titre de Créteil, comme le titre du débat l'indique, mais également au titre de Plaine Centrale, qui est le territoire représenté en violet. Donc Alfortville, c'est un tissu industriel qui est également en train de muter. Et la communauté d'agglomération et la ville d'Alfortville, nous avons racheté un ancien entrepôt BHV, et nous travaillons à la mutation de ce terrain-là, parce que nous sommes en train de développer un parc PME-PMI. Comme disait monsieur, on pense qu'il y a une demande là-dessus, et comme sur la filière santé, l'idée c'est de s'appuyer sur les éléments structurants avoisinants, et nous travaillons en collaboration avec le lycée Maximilien Perret, qui est un des lycées de pointe sur le génie climatique et les écoactivités. Et enfin, la Plaine Centrale, c'est aussi une dynamique liée au transport. Alors, parlez-nous un petit peu de Créteil-Pointe-du-Lac et de ce projet de téléphérique urbain. Donc, le territoire a eu la chance de bénéficier des premiers prolongements du métro, ou un des derniers, selon la vision, qui était fin 2011 à Créteil-Pointe-du-Lac, prolongement de la ligne 8. Et donc à proximité, un des derniers fonciers disponibles sur la ville permettrait de développer l'équivalent de 20 000, 25 000 mètres carrés surface plancher. Donc là, on est sur du tertiaire. L'idée, c'est également de développer en complément un projet d'hôtellerie. On est à proximité de l'Europarc, un parc d'activités plutôt tertiaire qui a bénéficié aussi de l'arrivée du prolongement du métro. Et ce secteur va continuer à muter et avoir des progrès en termes de transport, puisqu'il y a un projet de téléphérique urbain vers le sud du département, vers Limay-Brévannes, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, qui s'appelle Téléval, qui va voir le jour très très vite. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, de votre participation et des projets que vous nous avez révélés. Merci.